Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Samuel Sivir, responsable d'études de l'Institut Actuaire, et je suis très heureux de vous accueillir ce soir à ce nouvel épisode de notre cycle Zoom sur. Après le risque cyber, la communication extra-financière, Solva 2, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce Zoom sur l'assurance paramétrique, qui est animé par notre groupe de travail Assurance paramétrique. Donc, il y aura Aurélien Schwarzgen, qui est responsable du transfert de risques alternatifs chez Willis Towers Watson et à l'origine de ce groupe de travail. Laurent Sabatier, qui est cofondateur et executive director de Skyline Partners. Louis-Stéphane Lobé-Lobas, qui est acteur en provisionnement non-vie chez Swiss Re. Et Léo Lovisolo, qui est consultant en risque climatique chez Seabird. Vous pourrez poser des questions à travers le chat tout au long de cette soirée et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Merci à toutes et à tous. Et c'est à toi, Louis-Stéphane. Bonjour à tous. Nous allons commencer par vous définir ce qu'est l'assurance paramétrique et le lien avec l'assurance traditionnelle avec Léo. Donc, on va commencer par l'introduction de l'assurance paramétrique. Donc, le principe, en fait, c'est d'indemniser un assuré, de manière prédéfinie selon la valeur prise par un indice, dès que cet indice dépasse un trigger ou enclenche un seuil. Donc, pour comprendre le concept, on va présenter quelques exemples. Donc, le plus connu, c'est le retard d'avion ou l'annulation de vol. Donc, dans ce cas-là, en fait, l'indice, c'est soit, du coup, l'annulation ou non de l'avion, donc il est binaire, ou alors il est continu, donc quand c'est le retard, donc c'est-à-dire on mesure le retard de l'avion. Et donc, si le retard, en fait, dépasse un certain seuil, alors l'assuré va être indemnisé directement sur son compte. Pareil, si l'avion est annulé, alors il va être directement indemnisé. Et ce, de manière prédéfinie par le contrat. Un autre exemple, c'est utilisé plutôt en assurance agricole. Donc, c'est pour mesurer en fait le niveau d'eau sur une certaine période. Et donc, si le niveau d'eau est supérieur en fait ou inférieur à un certain seuil, à ce moment-là, du coup, l'agriculteur va être indemnisé directement. Donc, c'est pour se protéger en fait de sécheresse. Et le dernier exemple, c'est sur la perte d'exploitation. Donc, ce qui est mesuré, c'est le niveau de pollution de l'air sur une journée. Donc, cette solution, elle est proposée en fait dans le cas où si le niveau de pollution est trop élevé, alors du coup les commerçants perdent en fait des clients et donc du coup ils perdent du chiffre d'affaires. Donc, ce qui va être protégé, et donc du coup le paiement, ça va être du coup un pourcentage du chiffre d'affaires qui va en fait dépendre du niveau de pollution de l'air sur la journée. Donc, par exemple, en fait, le fonctionnement de l'assurance traditionnelle par rapport à l'assurance paramétrique. Donc, pour l'assurance traditionnelle, c'est simple, c'est lorsqu'un sinistre en fait survient, l'assuré déclare ce sinistre et ensuite l'assureur fait intervenir son expert pour constater le sinistre et quantifier la perte et ensuite il va ensuite régler le sinistre. Et donc sur ces deux parties, en fait, il peut y avoir des règlements partiels et ensuite des réexpertises, etc. et jusqu'à la clôture finale du sinistre. Pour l'assurance paramétrique, c'est plus direct puisque dès que le seuil est franchi par l'indice, il va y avoir une formule qui va calculer en fait directement la perte et l'assureur va ensuite régler le sinistre. Et pour cette partie, ça peut être automatique comme pour l'assurance aviation ou non, pour d'autres assurances plus compliquées. Je te remercie, Louis-Stéphane, donc pour cette introduction. Donc, comme on l'a vu, il y a quand même quelques différences structurelles entre assurance paramétrique et assurance traditionnelle. Et on se rend compte qu'en fait, l'assurance paramétrique nous offre plusieurs perspectives. Tout d'abord, pour ce qui est de l'indemnisation des sinistres, on se rend compte que cette solution permet d'être beaucoup plus rapide, voire d'automatiser la prise en charge des sinistres. On peut même imaginer avec des technologies de type blockchain de faire des paiements instantanés, comme on a pu le mentionner dans ces assurances de retard d'avion. Également, étant donné qu'on n'est plus contraint à faire intervenir un expert pour quantifier les préjudices subis par un assuré, on peut à terme faire une économie sur la gestion des sinistres. Également, l'objectivation de l'indemnisation due au fait que
En fait, le montant d'indemnisation est défini par une formule explicitée dans le contrat. Ça évite tout ce qui est recours ou contre-expertise réclamée par un assuré qui souhaiterait s'assurer que l'indemnisation donnée par l'assureur reflète bien en fait, le montant de la perte subie. L'assurance paramétrique, ça ouvre également de nouvelles approches en termes de tarification. Si on prend un exemple, par exemple, sur une assurance climatique, avec l'assurance traditionnelle, on serait restreint aux observations de sinistres, par exemple sur les 5 dernières années qu'on aurait pu observer sur le terrain. Et le fait de passer par un indice climatique, par exemple, dans le cas de ce produit, c'est d'exploiter beaucoup plus de données, étant donné que si on se base sur des données climatiques, on peut accéder à un long historique de données climatiques et ainsi tarifer de manière plus précise. Également, ça ouvre des perspectives technologiques. Alors, Laurent rentrera plus dans le détail sur ce sujet-là, mais on peut notamment citer l'exploitation de données satellitaires, la commercialisation de contrats totalement automatisés, l'exploitation de technologies de type blockchain qui vraiment sont facilement compatibles avec ce type d'assurance. D'un autre côté, il y a quand même quelques contraintes et limites à l'utilisation de l'assurance paramétrique. La principale, c'est le risque de base. Donc, le risque de base, c'est une notion très importante en assurance paramétrique. Le risque de base, c'est le risque que notre indice climatique, c'est pas forcément climatique, que notre indice climatique ou non, ne reflète pas bien le risque porté par l'assureur. Donc, dans un cas, on peut imaginer qu'un produit d'assurance paramétrique indemnise un assuré alors qu'aucun sinistre n'a été subi par cet assuré. Et à l'inverse, d'un autre côté, on peut imaginer, parce que le trigger n'aurait pas bien fonctionné, le trigger du contrat d'assurance paramétrique n'aurait pas bien fonctionné, que simplement, l'assureur n'indemnise pas un assuré qui pourtant aurait besoin d'un accompagnement sur ce sinistre. Et on peut facilement imaginer que c'est un frein à la commercialisation de l'assurance paramétrique. Si on prend l'exemple d'un agriculteur, en fait, ce risque de base, ça signifie que l'assuré prendrait le risque que sa culture soit détruite, c'est-à-dire son chiffre d'affaires annuel disparaisse, sans qu'il ait d'indemnisation. Donc, ça peut être un vrai frein à la commercialisation de ce type de produit. Et la deuxième limite principale, c'est envers les fournisseurs de données. On se rend vite compte que vraiment la donnée, c'est au cœur des contrats d'assurance paramétrique. Et donc, c'est assez engageant de la part de l'assureur sur plusieurs aspects. Tout d'abord, il faut qu'ils soient en mesure de construire des partenariats avec les fournisseurs de données. Alors ensuite, bien souvent, il va falloir qu'ils payent ces données qui sont utilisées par les contrats d'assurance paramétrique. Il faut également qu'ils s'assurent que les données qui sont nécessaires à la vie des contrats paramétriques puissent bien être collectées sur l'ensemble de la durée de vie des contrats. Et également, il y a un enjeu de transition, c'est-à-dire dans le cas où la donnée climatique, souvent je mets le mot climatique parce que je bosse beaucoup dans le climatique, mais ce n'est pas général au climatique. Si la source de données ne parvient plus à nous fournir de la donnée, comment cet assureur remplace la donnée? Donc, typiquement, là, je vais donner un exemple. Si on prend un contrat d'assurance paramétrique qui se base sur une station météorologique, il faudrait, par exemple, que dans le contrat soit explicité, en cas de panne de cette station météorologique, une interpolation serait faite entre les stations voisines. Donc, ces deux risques-là, ça traduit en quelque sorte, pour le risque de base, ça traduit un risque d'attractivité du produit d'assurance paramétrique. Et concernant les données, c'est plus l'enjeu de la pérennité de l'assurance paramétrique, pérennité du contrat d'assurance paramétrique qui est l'enjeu ici. Je te laisse, Louis-Stéphane, conclure sur l'introduction. Oui, merci Léo.
Donc, pour finir, en fait, je vais vous présenter en fait les différents critères qui doivent être vérifiés pour pouvoir utiliser un indice dans le cadre d'un contrat d'assurance paramétrique. Donc, le premier, en fait, c'est l'objectivité de la formule de calcul de l'indemnisation et aussi du calcul de l'indice. Donc, comme l'a expliqué Léo juste avant, il faut en fait il faut que les deux parties soient d'accord pour le calcul de l'indice. Donc, par exemple, si effectivement on perd une station météo pour le calcul d'une vitesse de vent, il faut que dans le contrat, il soit défini comment sera calculée la vitesse de vent. Même de façon générale, si une interpolation doit être faite sur les différentes données recueillies par de différentes stations, il faut que ce soit défini dans le contrat. La seconde condition, c'est qu'il faut que la donnée, en fait, donc l'indice qu'on mesure, doit être fiable et transparent, donc, et aussi disponible en fait dans le temps. Donc cette condition, elle est généralement respectée puisque cette donnée vient d'une tierce partie. Donc à partir de là, c'est beaucoup plus facile pour l'assureur et l'assuré de pouvoir observer la donnée sans qu'il y ait de litige. Le dernier critère, c'est qu'aucune des parties ne doit pouvoir influer sur la valeur de l'indice. Donc, un exemple qui est très simple, si l'indice, en fait, c'est la température observée, mais que le capteur se trouve dans la maison de l'assuré, il pourrait, en fait, simplement mettre le chauffage pour pouvoir, en fait, être indemnisé. Donc, cette condition, c'est vraiment pour que personne ne puisse influer sur la valeur du contrat à son avantage. Et c'est tout pour l'introduction. Nous allons laisser Aurélien vous présenter la tarification de l'assurance paramétrique. Alors, bonjour à tous. Je vais vous parler un peu de tarification, pas forcément de concept de tarification, parce que je pense qu'il y a autant d'approches tarifaires que de contrats paramétriques. Mais l'idée dans mes propos, ça va être d'avoir une approche un peu générique et puis vous donner les points importants lorsqu'on approche ce type de contrat. Et je vais commencer par comparer l'assurance traditionnelle et le paramétrique. Donc, ça synthétise à peu près ce qui a été dit précédemment en termes de déclenchement. Il faut une perte pour un contrat traditionnel et puis pour le paramétrique, c'est un indice qui dépasse un seuil. Pour l'indemnisation, ça, je pense que c'est un point très important pour la tarification. Dans un cas, on est sur le remboursement de la perte. L'indemnisation, elle est faite à dire d'experts en fait sur le terrain. Dans l'autre, elle est prédéfinie. On va voir que pour la tarification, c'est un impact assez intéressant parce qu'elle finalement, ça nous enlève une variable aléatoire. On a le montant du sinistre étant prédéfini, on simplifie l'approche tarifaire. Pour le risque de base, ça a été défini précédemment. Je pense que sous l'angle tarification, pour le risque de base, ce qui est important, c'est que finalement celui qui va tarifer, il ne va pas que tarifer, il va aussi structurer. Et ça change un peu l'approche de l'actuaire qui a des sinistres historiques et qui va faire un modèle et donner un tarif. Là, on a une dimension un peu supplémentaire, c'est-à-dire s'assurer de la bonne corrélation entre ce que le contrat doit payer et les pertes historiques qui sont constatées. Donc, dans l'approche tarifaire, je dirais qu'il y a une brique supplémentaire, c'est celle de la structuration du contrat et de faire en sorte qu'il y ait une corrélation la plus parfaite entre la formule d'indemnisation et les pertes constatées. Donc, je dirais qu'on nous attend plus sur ce point-là, la structuration, plus que sur le tarif en lui-même. Parce que si la structuration est bien faite, le tarif en sera déduit assez naturellement. Et après, sur le reste, les périodes de contrat, il faut être un peu plus vigilant en paramétrique parce qu'on a parfois des contrats pluriannuels, ce qui est un peu moins le cas, ou très saisonniers, ce qui est un peu moins le cas dans un contrat traditionnel. Comme Léo, par lapsus, parle de climatique, c'est vrai qu'on parle on assure beaucoup d'événements climatiques où
ou de 4 nat en paramétrique. Donc voilà, être vigilant sur la période du contrat qui peut jouer énormément sur le tarif. Et sur le reste, je dirais que c'est un peu différent. C'est sur la structure. En tarification, la manière dont on porte le contrat peut un peu jouer aussi sur la structure. Bon, alors si on va sur la slide d'après, on voit que le paramétrique, de manière générique, il va être utilisé souvent soit en remplacement de l'assurance traditionnelle, soit en complément. Lorsqu'il est en remplacement, on a forcément un modèle traditionnel et un modèle paramétrique. Donc, au-delà de s'assurer de la corrélation, il va se poser la question du tarif. Et quand on va être dans ce premier cas, donc la brique à gauche, les clients peuvent être dans une démarche d'arbitrage tarifaire. Et là aussi, encore vigilance, parce que en assurance paramétrique, il suffit d'augmenter un peu le trigger, le seuil d'indemnité, ou de baisser soit d'augmenter le seuil de déclenchement, soit de baisser le montant prédéfini pour en faire un produit attractif. Donc, je pense que notre rôle, c'est de s'assurer de démontrer de comparer les choses à des niveaux semblables. C'est là la difficulté que je donnais en introduction de structuration. Donc, de bien comparer les choses de manière semblable et d'être vigilant lorsqu'on tarifie à comparer une structure paramétrique à une structure d'assurance traditionnelle semblable. Bon, après, il peut être utilisé en rachat de franchise. Bon, ça, je pense qu'au-delà de la manière dont c'est utilisé, on va le structurer peut-être un peu de manière, ou le tarifer de manière un peu différente. Rachat de franchise, donc forcément des seuils plus bas et des indemnités plus hautes, ou en capacité complémentaire. Là, c'est plutôt l'inverse, puisqu'on aura déjà une assurance traditionnelle qui agit en première ligne. Donc voilà, donc dans la démarche, selon le cas, bien adapter le contrat paramétrique, et donc forcément l'approche tarifaire et l'approche de structure au cas qu'on a devant nous. Et je pense que c'est la première étape. Après, si on va dans la slide après, si on parle vraiment du tarif, finalement, ça se tarifie comme quasiment tous les contrats d'assurance. C'est-à-dire qu'on a une prime pure et puis on charge le coût le coût du capital, les frais de souscription, les frais de gestion, les coûts d'acquisition. Enfin, c'est vraiment le b.a.-ba de la tarification. Peut-être que donc on a vraiment une prime pure basée sur des données historiques. Alors, Léo le rappelait, c'est peut-être des données qui sont pas des données de sinistre, mais les données d'un indice. Néanmoins, lorsqu'on tarifie finalement, que ce soit une variable aléatoire qui décrit des sinistres ou une variable aléatoire qui décrit une température, on a une approche un peu similaire. Maintenant, dans les différences, je dirais que la différence, c'est qu'on on modélise pas des sinistres, ce que je disais, en assurance paramétrique, puisqu'on a un montant prédéfini. Donc, la grande différence, c'est que finalement, on va modéliser un indice, et finalement, ça simplifie un peu dans le principe l'approche tarifaire. Alors, je dis pas que c'est simple. Je dis juste que finalement, on réduit des phénomènes complexes où une sinistralité a des facteurs qui peuvent être multiples à la modélisation d'un indice qui en fait va valoir à l'indemnisation du contrat, donc va être le seul critère d'indemnisation. Donc finalement, ça simplifie un peu, même dans l'approche modèle, le concept. Néanmoins, donc on est vraiment, je pense que c'est ça, on est vraiment au plus proche du risque qu'on cherche à modéliser, et on va mettre nos efforts vraiment sur un risque, un type de risque, une géographie. Donc on aura une approche tarifaire vraiment au plus près du risque, et ça rend l'assurance paramétrique, je pense, un terrain de jeu assez intéressant pour les actuaires, parce qu'on va tarifer vraiment au plus près de l'événement.
Alors, quand on a dit tout ça, si on va là sur la slide d'après, finalement, si on a en fait, je suis en train de vous dire que c'est simple. C'est simple, et donc je suis en train de vous dire, finalement, c'est beaucoup plus simple. On a un montant prédéfini, on a un indice et on n'en a qu'un, et donc finalement, voilà, on est dans des choses basiques. Néanmoins, on constate un paradoxe quand on fait appel au marché, c'est-à-dire que quand on demande à plusieurs assureurs d'assurer un indice climatique, une température, on constate qu'il y a des prix extrêmement différents. Donc, je suis en train de vous dire qu'il n'y a qu'un seul indice à modéliser, mais finalement, qu'on n'a pas un tarif unique et on a des prix de marché extrêmement volatiles. Alors, on pourrait s'attendre que c'est lié aux frais de gestion, qui peuvent varier, mais finalement, les guichets de souscription sont à peu près les mêmes, à peu près de la même taille. Donc, finalement, ce n'est pas le critère qui explique ce paradoxe. Le paradoxe que je formulerai ainsi, c'est que on a un seul indice à tarifer, mais une volatilité du prix très forte. Donc, l'explication qu'on peut trouver dans ce paradoxe, c'est que finalement, comme je l'ai dit, on vient un peu en complément du marché traditionnel. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur mon premier et mon deuxième slide. Donc, comme on vient en complément du marché traditionnel, en fait, en assurance paramétrique, on va souvent assurer des choses qui sont refusées par un marché traditionnel ou mal aimées. Et donc, finalement, qui sont par nature soit très volatiles, soit difficiles à modéliser. Et finalement, ce paradoxe de tarification, d'avoir des prix qui varient de manière très importante, en fait, s'explique parce que par la nature même du risque qu'on cherche à modéliser, qui est souvent mal connu ou peu aimé. Et donc, on se retrouve avec des prix très volatiles. Donc, en résumé, intellectuellement simple, mais dans la mise en pratique, une tarification qui s'avère assez complexe. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à Laurent, qui va vous parler de l'avenir et des solutions qu'on va peut-être voir bientôt et du futur de l'assurance paramétrique. Merci beaucoup Aurélien, merci à tous. Donc je vais parler effectivement de l'avenir de l'assurance paramétrique, mais avant de parler de l'avenir, on va parler également un petit peu de ce qui se passe actuellement. Alors, je ne sais pas si on peut regarder peut-être le sommaire de la discussion. Donc, je vais vous parler des bénéfices de l'assurance paramétrique. Donc, on en a déjà discuté à travers toutes les sections précédentes, mais j'essaie de les récapituler pour les répéter encore une fois. Surtout les cas d'usage qui sont actuellement assez développés. Puis ensuite, l'aspect de la demande, où on reçoit le plus de demandes au niveau des solutions paramétriques. Les challenges et les obstacles qui freinent le développement du paramétrique et qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour l'aider à se développer. Et ensuite, les prospects et le contexte qui promet justement un développement du paramétrique. Alors, regardons les bénéfices en premier. Donc, pour commencer, comme on l'a dit auparavant, le paramétrique est essentiellement pour payer rapidement des fonds quand on en a besoin. Il y a également un deuxième élément qui est la transparence pour toutes les parties, donc pour le client, mais également pour le porteur de risque. Et les termes sont garantis, ce qui peut également attirer des capitaux, mais également attirer des clients. Le troisième élément, c'est une couverture plus large, puisqu'on couvre également des éléments qui normalement seraient non couverts par des assurances traditionnelles, tels que les risques sur les dommages non matériels, les risques intangibles, etc. C'est une solution également pour des risques plus ambigus qui sont difficiles à indemniser de façon traditionnelle. Donc, ce sont les bénéfices. Donc, regardons les cas d'usage. Donc, au niveau des cas d'usage actuels qui sont assez développés pour le paramétrique. Bon, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est déjà une liste assez établie de là où on voit le plus d'utilisation de ce type de solution. Donc, comme l'a dit Aurélien, c'est essentiellement pour compléter des offres indemnitaires. Donc, le premier qui est quand même assez important et peut-être le plus connu pour l'assurance paramétrique, c'est l'utilisation comme un fonds d'urgence pour améliorer la résilience de populations vulnérables. Donc, c'est utilisé par des gouvernements ou des institutions
non gouvernementales pour justement fournir des fonds et aider la résilience de ces zones impactées par les catastrophes naturelles. La deuxième, c'est offrir des protections pour des trous de couverture. Donc, par exemple, des dommages non matériels, comme je l'ai dit auparavant, ou des interruptions de business qui n'ont pas en fait de dommages aux matériaux, aux personnes et qui seraient très difficiles à couvrir dans un modèle indemnitaire. Le paramétrique peut offrir une solution pour ça. Et d'autres risques intangibles, d'autres coûts intangibles, comme par exemple des pertes de revenus, pertes de shortfall, comme on dit, ou des pertes d'opportunités, ou même des pertes de valeur de business, ou d'augmentation de coûts opérationnels. Et le rachat de franchise. Donc ça, c'est très lié également avec l'aspect de trou de couverture. Donc le troisième élément, c'est apporter des solutions à des risques qui sont très difficiles à assurer, presque aux frontières de l'inassurabilité dans le marché traditionnel. Donc, par exemple, des risques qui sont certains ou qui vont presque dans l'élément de certitude d'occurrence. Des risques pour lesquels le marché traditionnel a très peu d'appétit, où les coûts sont très prohibitifs, où il y a très peu de données. Le paramétrique peut être utilisé pour justement fournir une solution tangible, bon, bien sûr au bon coût, mais peut fournir une solution tangible à ces problèmes-là. Un cas d'usage également qui est intéressant, et Aurélien en a parlé par avant, c'est l'utilisation du paramétrique pour augmenter la capacité de souscription. Dans des classes où justement les risques sont très agrégés, où la capacité est limitée, les marchés sont déjà saturés, et le paramétrique peut être utilisé comme un outil pour attirer de nouveaux capitaux. Ou pour juste augmenter de la capacité même avec des marchés traditionnels qui ont de la capacité dédiée au paramétrique. Mais c'est intéressant d'utiliser le paramétrique pour également attirer des nouveaux capitaux. Et l'aspect de transparence et de termes garantis du paramétrique attire ce type de nouveaux capitaux, particulièrement des marchés financiers. Un élément intéressant également pour le paramétrique, c'est le différenciateur marketing. Donc, c'est très efficace comme produit d'appel, par exemple, dans une offre plus élargie, en utilisant le paramétrique pour différencier un programme d'assurance plus large, ou même en l'intégrant dans une offre de service sous une forme de garantie. C'est également un cas d'usage assez intéressant et on le voit apparaître dans des cas retail ou même dans d'autres solutions, par exemple pour les risques climatiques où des vendeurs de graines intègrent des produits paramétriques ou d'autres. Bon, moi, il y a plein de sujets intéressants là-dessus, mais c'est vrai que c'est très intéressant comme produit d'appel pour différencier une offre marketing. Le dernier, c'est pour les portefeuilles où on voit justement l'utilisation du paramétrique comme un outil très efficace pour manager pour optimiser en fait la rétention et le transfert de risque. Donc particulièrement sur les risques extrêmes, donc de catastrophes naturelles. Et ça permet également non seulement d'optimiser donc cet aspect rétention pour ces véhicules de rétention et de transfert à un coût du capital optimal, mais ça permet également d'offrir des couvertures plus larges en couvrant les intangibles et d'autres risques qui sont normalement non couverts par les assurances traditionnelles. Donc au niveau de la demande, donc la demande est encore relativement niche et très concentrée. Donc concentrée par péril. Donc, bien sûr, les risques de catastrophes naturelles sont les plus demandeurs, les cyclones tropicaux, les tremblements de terre, inondations ou feux de forêt font les grandes lignes toujours au niveau du paramétrique. Les risques météorologiques ou climatiques sont également prépondérants, donc avec tout ce qui est stress thermique, gel, canicule, la pluie avec sécheresse et des excès, le vent, bien sûr, avec les excès, donc comme les cyclones tropicaux, mais également le manque pour tout ce qui est énergie renouvelable, ou le manque de radiation solaire, et les rendements agricoles qui sont des mixtures en fait de tous ces éléments-là, combinés avec des modèles un peu plus physiques de rendement agricole, mais qui sont liés avec des données climatiques. Et enfin, peut-être aussi des risques océaniques avec tout ce qui est température des océans, état des mers ou vagues. Par industrie, donc on voit par ligne d'activité et type de client, donc industrie, donc on voit pas mal de demandes au niveau des institutions publiques, donc pour protéger les populations vulnérables, améliorer la résilience financière contre les risques extrêmes, tels que les catastrophes naturelles ou les risques météo.
Au niveau de l'agriculture, donc on voit pas mal arriver de grands programmes nationaux subventionnés par les gouvernements où le paramétrique fait grande ligne, hein, en Inde par exemple, ou en France donc avec la nouvelle réforme récolte, où le paramétrique va faire son entrée également. L'énergie, où on voit pas mal de demandes. Bon, après, l'énergie, c'est quand même pas mal lié avec les produits dérivés, le marché climatique et le marché des, euh, des weather, enfin de tout ce qui est produits dérivés au niveau de météo, mais disons qu'on voit quand même pas mal d'entreprises acheter ce type de produits qui veulent se couvrir contre qui veulent se couvrir en fait contre les risques de production ou de prix ou contre l'augmentation de demande liée à des hivers froids. Ou si par exemple c'est des entreprises qui vendent de l'énergie ou qui vendent et dans ce cas-là, ils veulent se protéger contre des pertes de revenus et vont peut-être regarder contre une faible demande, donc des hivers chauds, par exemple. Ou dans l'énergie renouvelable, des grands projets renouvelables qui veulent se couvrir contre le risque de manque de vent ou de manque d'énergie solaire. Dans le tourisme, on voit pas mal de demandes également, donc pour les hôtels qui sont impactés donc bien sûr par les catastrophes naturelles, donc dans les Caraïbes, au Mexique, et qui veulent justement couvrir un peu plus que les dommages matériels et qui veulent se protéger également contre la fermeture d'aéroports ou l'accès difficile ou leurs travailleurs qui peuvent pas venir, qui peuvent pas arriver à l'hôtel ou ce genre d'interruptions de business qui sont pas couvertes normalement par des assurances traditionnelles. L'assurance paramétrique est un outil très intéressant pour ce type de clients. Et dans la construction également, donc les grands projets ou les délais, délai in startup qui ne couvrent pas également l'aspect de délai, par exemple, lié à la mauvaise météo, donc trop de vent, trop de pluie, où on ne peut pas utiliser la grue ou ce genre de type d'activité, et qui va bien sûr coûter en coût, en pénalité. Et ce n'est pas couvert à moins qu'il y ait des dommages physiques. Donc tout ça peut être couvert par des produits paramétriques. Donc ensuite, au niveau des challenges, donc ça, c'est très intéressant aussi de l'évaluer, parce qu'il y a quand même pas mal d'obstacles encore qui freinent le développement des solutions paramétriques. Donc le premier qui est certainement le plus important est l'environnement réglementaire, qui, dépendant bien sûr en fonction des pays, chaque pays va avoir un environnement légal et réglementaire très différent. Mais en général, le cadre pour le paramétrique n'est pas encore défini. Ce qui peut créer en fait de la confusion avec d'autres instruments de transfert de risque et particulièrement des instruments financiers tels que les produits dérivés. Ce qui est également donc lié à cette confusion peut entraîner en fait le rajout de clauses dans des contrats paramétriques pour compenser cette confusion et satisfaire en fait des besoins réglementaires, ce qui peut dénaturer les bénéfices attendus. Donc par exemple prouver son sinistre ou avoir des process un peu difficiles et administratifs pour prouver tout ça et qui crée en fait des délais et un élément un petit peu administratif qui normalement devrait être éliminé par le paramétrique mais qui ne l'est pas à cause de l'environnement réglementaire. Le deuxième, c'est la perception de complexité. Donc, c'est encore perçu par beaucoup de courtiers, bien sûr pas les plus grands, les plus sophistiqués, mais beaucoup de courtiers peut-être un peu moins sophistiqués trouvent encore ce type de produit très structuré et complexe à vendre. Et bien sûr, tous les clients ne vont pas forcément avoir un appétit pour ce type de produit qui, au premier abord, apparaît un peu plus complexe. Même si effectivement, c'est censé être beaucoup plus transparent, plus simple, avec un indice qui est une formule pour payer, c'est quand même encore perçu comme un produit complexe et difficile à comprendre. Et un élément également important qui freine le développement, c'est la perception de coûts élevés. Donc, par exemple, beaucoup de produits paramétriques sont quand même encore comparés ou sont mis à côté ou sont mis en ajout en fait de produits indemnitaires et donc sont comparés au niveau des prix et de leur valeur. Il y a encore une perception de coût élevé par rapport à la valeur. Donc, si on compare par exemple la prime par rapport à la limite de produits paramétriques comparé à un produit indemnitaire qui va être moins transparent, le produit paramétrique a un risque d'être perçu plus cher.
et la perception de coûts élevés est assez difficile à éliminer. Donc, c'est peut-être un biais cognitif intéressant dans la vente de produits paramétriques. Et quelquefois, le trop de transparence tue le produit. Mais c'est très intéressant. Et le dernier, c'est l'efficience, en fait, les efficiences attendues dans le paramétrique qui devraient être reflétées dans les prix, ne l'est pas. Ce n'est pas le cas encore. Il y a beaucoup de coûts, en fait, qui ont été réduits, mais qui sont encore pas forcément impactés au niveau des clients et qui sont peut-être noyés dans les marges et dans la volatilité des prix, comme Aurélien en parlait un petit peu auparavant, au niveau du coût de risque, ce qui ne permet pas en fait d'attirer le client par le prix. Mais également, il y a d'autres coûts intéressants qui sont à noter, c'est les coûts les coûts du légal et d'intermédiation qui peuvent être aussi importants, puisque c'est des produits quand même qui sont un peu plus complexes, qui réclament des coûts légaux de vérification justement au niveau du cadre réglementaire, si le produit n'a pas encore été vendu dans le pays, ce qui peut être un frein à son développement si l'opportunité est peut-être encore petite dans ce pays. Donc, c'est des sujets assez intéressants qui peuvent freiner le développement du paramétrique. Donc, au niveau des prospects, donc on voit quand même que le contexte est extrêmement propice au développement du paramétrique. Donc, le premier, c'est l'augmentation grandissante des données disponibles. Donc, pour mesurer des risques observables, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc, avec l'avènement des satellites, de nouvelles technologies des satellites, avec les constellations et les satellites non géostationnaires. Donc, on voit quand même pas mal de lancements ces derniers temps. Ce qui va justement permettre d'accéder à beaucoup plus de données et avoir un petit peu de compétition à ce sujet également pour mettre les coûts au plus bas. L'avènement également des capteurs physiques, donc avec l'IoT, Internet of Things, et bien sûr la digitalisation des processus de vente qui permet également donc avec cette accélération des temps et des attentes en fait au niveau des temps, au niveau du temps de recevoir en fait un bénéfice pour quelque chose qu'on achète, je pense que le paramétrique va définitivement être perçu avec plus de valeur dans ces contextes-là. Le deuxième élément, c'est la pression réglementaire de transparence sur les risques climatiques. Donc, on voit par exemple la SEC aux États-Unis pour tout ce qui est entreprise cotée, ou la Banque centrale européenne en Europe, ou la Banque d'Angleterre au Royaume-Uni. Au niveau des institutions financières, commencent à renforcer en fait les besoins réglementaires de transparence et vont certainement mettre en place très rapidement des éléments de capital réglementaire en lien avec le risque climatique. Et ça offre des opportunités pour le paramétrique, pour transférer ces risques et être une solution tangible à ce type de problème. Le troisième, c'est l'augmentation du poids des CatNat, donc des catastrophes naturelles, sur les bilans de toutes les entreprises et les gouvernements dans le monde. Tout ceci va nécessiter un appel beaucoup plus important à des capitaux alternatifs et des modes de transfert de risque un peu différents. Et on voit justement la croissance de cat bonds, d'ALS, et je vois très bien le trigger paramétrique revenir à la mode pour ce type de solution. Il avait été peut-être un petit peu mis derrière les triggers indemnitaires dans ces dernières années, mais je pense qu'avec l'avènement de ce type avec les besoins, la demande qui va augmenter, et le besoin de capitaux pour rentrer, le trigger paramétrique va attirer des capitaux qui sont attirés justement par la transparence des produits paramétriques. Ensuite, d'autres périls, tels que le risque cyber, par exemple, qui est un marché assez intéressant parce que la demande augmente. La fréquence et l'intensité du risque ne font que croître, donc la demande en fait pour ce type de risque augmente, mais l'appétit de souscription diminue parce que voilà, les produits indemnitaires sont pas forcément tarifés au bon niveau, donc l'appétit diminue. Beaucoup de marchés se sont cassés les dents. Les loss ratios sont terribles, donc l'appétit pour la souscription de cyber diminue dans tous les pays, pour toutes les lignes de clients.
Donc, je vois un très bel avenir pour le paramétrique pour offrir des solutions et couvrir des éléments de ce type de risque. Donc, on voit déjà des solutions qui arrivent pour tout ce qui est cloud outage ou d'autres qui vont regarder pour les entreprises cotées, qui vont regarder les failles et les extractions de données et l'hygiène de cyber et lier ça avec des variations sur le stock price, par exemple. Et ensuite, bien sûr, l'avènement technologique avec de nouvelles technologies comme blockchain et le développement de smart contracts qui, je pense, vont accélérer le développement du paramétrique au marché, peut-être de personnes. Et je pense qu'on n'y est pas encore, mais peut-être qu'avec cet avènement de smart contracts et de paiement automatique et de bénéfices en fait apportés directement aux clients, on pourrait peut-être voir ce type de solution se déployer même au marché de personnes. Mais je pense qu'il y a encore un petit peu de temps pour y arriver. Merci pour votre attention. Merci à tous les quatre. On a pas mal de questions. J'en ai une première, là, Laurent, comme tu avais la parole. Et tu l'as déjà un peu abordé, mais il y a une question sur l'assimilation des contrats d'assurance paramétrique à vraiment des contrats d'assurance ou une requalification en option financière. Et est-ce qu'il y a des discussions qui sont en cours avec les régulateurs et les contrôleurs pour clarifier, on va dire, la situation? Et bon, par exemple, est-ce que ces contrats sont bien éligibles à IFRS 17, etc., etc. C'est une très, très bonne question. Et c'est toujours ces sujets-là qui sont les plus délicats à exécuter. Après, ça va dépendre bien sûr des pays, des juridictions et des précédents en fait dans certains pays et du type de client, du type de risque. Tous ces éléments-là rentrent en fait dans la structuration du contrat. Mais effectivement, il y a quand même des manipulations à exécuter en fonction de tous ces paramètres-là pour pouvoir résoudre ces problèmes-là, parce que le paramétrique est encore perçu comme un produit dérivé pour certains types de périls. Quand c'est structuré, par exemple, avec un indice pour protéger contre des baisses de l'indice ou des hausses de l'indice, c'est une option. Et beaucoup de régulateurs vont le percevoir comme un produit dérivé. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours délicat. Pour tout ce qui est CatNat, on voit pas forcément ce problème-là arriver. Il y a toujours des éléments c'est un peu plus simple en fait à le résoudre dans la police d'assurance en rajoutant des preuves de sinistre et même si c'est un petit peu plus administratif, ça résout très rapidement. Et cette preuve de sinistre qui n'est pas en fait voulue, elle est là juste en fait pour satisfaire le régulateur et pour faire en sorte en fait que le produit soit perçu sur le papier comme un produit d'assurance, mais dans les faits en fait, elle a aucun sens parce qu'en fait, il n'y a pas de besoin de preuve de sinistre. Donc c'est une question intéressante et je pense qu'il y a quand même un gros travail légal et réglementaire dans l'assimilation du paramétrique comme un produit d'assurance avec sa nomenclature, son type de police et un cadre légal avec presque un peu comme un type de police en fait. Il faudrait qu'il y ait un type de police et on n'en est pas encore là. Je pense qu'il y a quand même pas mal de travail au niveau de la structuration de tout ça et ça va demander un petit peu un travail international parce que tous les pays vont avoir une interprétation différente. Merci. Je vous signalais que l'Institut a d'ailleurs eu des échanges avec la CPR sur ce sujet. J'ai une autre question qui est un peu dans la même veine. En fait, c'est pour nos membres, ça ressemble beaucoup à des produits dérivés. Et comme on n'a pas besoin de l'adosser à un risque, à un préjudice spécifique, on pourrait imaginer des acteurs financiers qui viendraient arbitrer avec des prix trop faibles en pariant des gros dominos. Qu'est-ce que vous en pensez, en tant que spécialiste? Qui veut répondre? Si c'est des acteurs financiers, il y a il n'y a pas l'effet levier sur le capital de l'assureur. Donc, si c'est des acteurs financiers, il doit collatéraliser l'intégralité des sommes promises. Donc, même s'il arbitre sur le prix, à la fin, son capital sera bloqué. Donc, il n'y a pas de risque pour l'assuré. Ouais, je comprends pas forcément la question parce que pour moi c'est le modèle ALS en fait. Au final,
attirer des capitaux moins chers, c'est peut-être un bon élément. Après, l'arbitrage avec produits dérivés, c'est une question qui est un peu délicate parce qu'au final, si le produit est là pour protéger un risque, pour quelqu'un qui a un actif en risque et qui a un intérêt assurable, qui a un intérêt économique, que la protection n'est pas surassurée, donc il n'y aura pas en fait de bénéfices sans cause. Tous ces éléments-là en fait rentrent dans le cadre de l'assurance. Après, effectivement, l'aspect indemnitaire et le contrat indemnitaire et le fait qu'il y ait forcément un paiement alors que le sinistre ou que les conséquences économiques n'ont pas forcément été perçues encore, n'est pas encore bien compris par les acteurs, par les régulateurs, etc. Mais au transfert de risque, de l'exécution du capital, pour moi, je vois ça comme un élément intéressant. L'apport de nouveaux capitaux dans le marché est toujours intéressant. Et que si c'est des capitaux moins chers, et comme l'a dit Aurélien, de toute façon, ils vont devoir le collatéraliser pour pouvoir exécuter la transaction. Sinon, le client ne l'achètera pas. Après, la manière dont j'avais compris la question de mon côté, c'était plus, supposons qu'un assureur commercialise un produit d'assurance paramétrique qui soit vraiment sous-tarifé par erreur et qu'un acteur financier se rend compte que ce contrat-là est complètement sous-tarifé. En fait, il pourrait simplement acheter beaucoup de ce contrat sans même avoir besoin de se couvrir contre le sous-jacent, simplement dans l'espérance de faire un gain, en fait. Pour moi, ça me paraît assez peu probable dans la mesure où il y a quand même un gros travail qui est fait sur le risque de base lors de la commercialisation de ce type de produit. Mais effectivement, ça rejoint le problème de la frontière entre l'assurance et les produits dérivés, où effectivement, il faut bien s'assurer que ce type de contrat d'assurance paramétrique qui est commercialisé quand même sous l'appellation assurance ne soit pas acheté à des fins d'investissement, on va dire. C'est vraiment... Mais Léo, ce n'est pas le cas si c'est un produit d'assurance. Si c'est vendu comme un produit d'assurance, ça ne sera pas un produit d'investissement. Par contre, si c'est vendu comme un produit dérivé pour obtenir le même type de solution, effectivement, dans ce cas-là, oui. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un produit d'assurance. C'est un produit dérivé. Et ça, ils font ce qu'ils veulent. Après, ce n'est pas du tout sujet au même type de réglementation. Voilà, c'est pas forcément les mêmes acteurs qui vont être, même si ça sera certainement les mêmes acteurs, c'est pas forcément le même type de besoins et de requis, si tu veux. Donc, c'est juste pas le même produit financier. Je pense que la question, elle est sur avant ou après souscription. C'est-à-dire que pour l'instant, on doit justifier de l'indemnisation au moment du sinistre, selon la CPR, qu'on a un besoin. Et je pense que le besoin est après l'événement, finalement, le besoin de cash. Je pense que dans l'avenir, on peut imaginer un contrat paramétrique, on doit démontrer le besoin en amont, en disant j'ai ce risque-là à couvrir, voilà, je le documente, et éviter ce type d'arbitrage, puisque l'acteur financier n'aurait qu'un besoin de profit. Et ça changerait totalement l'approche d'indemnisation actuelle. Très bien. J'ai une autre question assez intéressante. Dans le cas où un assuré ne devrait pas être indemnisé pour sa perte car le déclencheur n'aurait pas été activé, peut-on imaginer des couvertures traditionnelles contingentes à la non-réalisation du déclencheur? Est-ce que ça existe? Oui, effectivement, là, on a parlé de l'assurance paramétrique dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire un contrat uniquement paramétrique. Il y a aussi tout un champ d'exploitation. Laurent, peut-être pour aller plus loin dans le détail, mais ça peut être aussi utilisé comme complément à l'assurance traditionnelle, notamment au niveau de l'aspect rapidité d'indemnisation. On peut imaginer des contrats où, à terme, c'est un contrat traditionnel, mais simplement, on utilise un peu de paramétrique pour permettre un déclenchement rapide, d'envoyer une première partie des fonds de manière instantanée et rapide. Et derrière, il y a quand même, dans certains cas,
une base en fait traditionnelle. Donc, je ne sais pas si Laurent Aurélien ou Louis Complètement, Léo, c'est exactement ça, c'est l'idée. Enfin, c'est ce qu'on peut appeler un produit hybride, en fait, où le paramétrique est juste un petit élément. C'est l'élément en premier qui va payer rapidement. Si ça paye rapidement, très bien. Après, si le sinistre est plus large et qu'il y a un besoin d'indemnisation, l'indemnisation arrive après. Et si le produit paramétrique ne paie pas, mais qu'il y a quand même un sinistre qui arrive après, l'indemnisation arrivera après. Donc, en fait, c'est cette idée d'intégrer le paramétrique à travers une offre plus large. Tout à fait, c'est exactement ça. notamment pour tout ce qui est Pour donner un exemple, Vas-y, Louis-Stéphane. pour donner un exemple, donc il y a des assurances paramétriques pour la couverture de tempêtes et cyclones. Donc en fait, qui vont s'activer, qui vont avoir un montant forfaitaire et qui vont ensuite être complétés par de l'assurance traditionnelle. Et donc, comme expliqué Léo et Laurent, en fait, le principe, c'est d'être indemnisé rapidement par l'assurance paramétrique pour ensuite que l'assurance traditionnelle fasse pour qu'il y ait une expertise et qu'on soit indemnisé vraiment au niveau de la perte subie. Si, il y a plusieurs questions sur la couverture paramétrique pour le risque pandémie. Ouais, est-ce que quelqu'un veut en parler? Ouais, moi je veux bien en parler. En fait, ça existait 2 ans avant le Covid. Personne n'en a souscrit parce que bon, c'est un risque qu'on n'imaginait pas. Il n'y a qu'une seule entité qui en a souscrite. Il me semble que c'est la Banque mondiale, dans le but de protéger les populations qui ne pourraient pas mettre en place des mesures de prévention en cas de l'arrivée d'une épidémie. Le problème, c'est que l'indice, c'était le nombre de décès. Et avec le Covid, ce qui est arrivé, c'est que les décès arrivaient plusieurs semaines ou plusieurs jours après la contamination. Donc finalement, l'usage l'usage que voulait en faire la Banque mondiale, c'est-à-dire utiliser cette assurance pour donner des moyens pour prévenir et endiguer et contenir une épidémie, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc voilà, donc il y a eu un essai. On peut toujours souscrire j'ai vu quelques noms de réassureurs qui en proposent. Mais ça a été pas un échec, mais voilà, après c'est un peu un petit loupé parce qu'il y avait ce décalage entre ce risque de base, mais finalement qui n'était pas un risque de base, c'était un risque de base temporel, quoi. C'est-à-dire on avait besoin d'indemnisation plutôt que ce que l'indice le prévoyait. Merci. Une autre question, l'assurance, c'est la mutualisation. Et comment est-ce que vous organisez cette mutualisation dans le cadre de l'assurance paramétrique? Ça, c'est une jolie question. Je vous laisse répondre. Avec plusieurs indices, en fait. Enfin, je pense que la mutualisation, elle se fait au niveau du portefeuille. Mais donc, c'est avoir du risque cyclone, avec du risque tremblement de terre, avec du risque température. Donc, je pense que la mutualisation ou la diversification, elle se fait au niveau du portefeuille. Après, effectivement, il y a des effets cumuls. Et l'assurance paramétrique répond pas forcément très bien, mais pas mieux que l'assurance traditionnelle. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Après, également, si l'assureur se rend compte qu'il a une concentration de son risque due à la commercialisation de contrats paramétriques, je pense notamment à du climatique, par exemple, il peut facilement avoir de la concentration de risque. On peut imaginer qu'après, il transfère en fait de ce risque à des marchés financiers sous la forme d'options qui prennent en fait, qui inversent son risque en fait, tout simplement. Donc, je ne sais pas si Laurent ou Stéphane, vous avez un exemple ou d'autres choses à ajouter là-dessus. Non, mais je pense que ce dont tu parlais, Léo, c'est peut-être niveau de couverture qu'ils peuvent faire, mais c'est vrai que le premier, c'est la mutualisation géographique et par péril qui est réalisée. C'est comme ça qu'en fait les portefeuilles paramétriques sont souscrits pour éliminer ce risque d'agrégation, effectivement.
Parce que si tu es agrégé au même indice dans la même région, effectivement, tout le monde va être payé en même temps. Et en complément, il y avait une question sur, avec une telle prépondérance du risque climatique sur l'offre et la demande, comment vous arrivez à tarifer dans un contexte de changement climatique? Que valent les données historiques et le pire étant devant nous? Voilà. C'est une bonne question. Le truc, c'est que le changement de climat, c'est un cycle long, enfin long au sens du contrat assurantiel. Un contrat d'assurantiel, il dure qu'un an. Donc, effectivement, il y a une tendance, mais finalement, les assureurs, ils s'engagent que sur un an. Donc, effectivement, c'est promu comme assurance climatique. Dans les faits, ils assurent année par année. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un premier point, c'est-à-dire quelle est la pente de la tendance. Ça, voilà. Et si la pente est vraiment élevée, on le voit sur certains risques, hein, les hivers froids, par exemple, qui sont de plus en plus rares. L'assureur, il augmente le trigger à chaque année. Donc, il fait au lieu de faire un trigger voilà, donc il y a un effet, disons que le déclenchement suit la tendance du risque pour que le tarif reste stable. Donc, pour l'instant, c'est à peu près fait comme ça. Le vrai sujet, effectivement, c'est sur le temps long, mais les contrats d'assurance restent des contrats annuels. Ouais, effectivement, Aurélien, là, donc là, tu viens de vraiment détailler comment on peut ajuster les contrats au niveau de leur structure. Après, peut-être que pour aller un peu plus loin, on peut se poser aussi la question, au moment où on lance un contrat d'assurance paramétrique, on va se dire pour qu'il soit rentable, il faut qu'on le commercialise pendant une vingtaine d'années. Et là, on peut se dire, est-ce que ce produit est viable? Même s'il est viable aujourd'hui, est-ce qu'il sera viable sur une vingtaine d'années, en fait? Et là, je pense que aussi on peut se référer donc tout ce qui est rapport du GIEC, exploitation des scénarios SSP, différents scénarios d'évolution de variables climatiques à l'avenir, pour en fait s'assurer que le produit qu'on lance à un moment donné va toujours être viable à l'avenir, effectivement. Parce que même si on a toujours une vision à horizon un an, c'est toujours bien aussi de s'intéresser d'un point de vue plus large. Est-ce que le produit qu'on lance va être toujours attractif et rentable sur le long terme, étant donné qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, notamment à horizon 2050. Si. Euh, Ouais, pardon, vas-y. Je rajouterais que il y a quand même, on va dire, une simplicité de l'assurance paramétrique par rapport à l'assurance traditionnelle au niveau des sujets du climat, puisqu'au final, on ne modélise que l'indice, en fait, et pas les pertes qui sont impliquées sur les différents risques, que ce soit l'habitation, auto-agriculture, etc. Puisqu'on modélise que le fait que l'indice dépasse le trigger, donc on peut jouer effectivement, comme l'a dit Aurélien, sur le trigger. Et du coup, on n'a pas besoin de modéliser les pertes directement. Mais c'est justement l'argument peut-être qui fait que le risque climatique n'est assurable peut-être à quelques années uniquement que avec des solutions paramétriques. Parce que le risque d'indemnitaire ferait que il serait avec des taux de franchise et des sous-conditions telles que ça soit presque très difficile à le rendre viable d'un point de vue indemnitaire, alors que le produit paramétrique, en fait, on ajuste les triggers et on ajuste les éléments année après année, alors que le risque bouge, en fait. Donc, c'est effectivement la même chose, mais c'est peut-être un peu plus réalisable d'un point de vue technique et d'un point de vue transfert de risque. Donc, au final, je pense que le paramétrique, ça sera l'unique solution viable pour le transfert de risque climatique. Mais partiel. Mais partiel, effectivement, parce qu'il y aura un élément de rétention qui sera énorme, hein, qui va augmenter année après année. On a des questions sur le volume en fait de l'assurance paramétrique par rapport à l'assurance traditionnelle. Enfin, quel type de marché est-ce que c'est? Dans ta slide, du coup, Laurent. Ouais, on peut repartir là-dessus, mais Aurélien, peut-être que tu as une vision sur la taille du marché, mais c'est quand même encore niche. Hein. Ouais, à la louche, 400 millions, mais vraiment. Ouais, moi je mettrais ça aussi, cool. tu vois, j'aurais dit un demi-milliard, tu vois, donc tu as été, voilà. t'étais très pas loin. Voilà. Mais avec un gros doigt mouillé d'actuaires imprécis. Parce que si tu sommes entre les 5-10 plus gros acteurs réassureurs qui écrivent du paramétrique, c'est à peu près ça.
Par contre, après, si on ajoute tout ce qui peut tourner autour qui pourrait peut-être rentrer dans le paramétrique à terme avec tout ce qui est cat bond, mais il y en a très peu qui sont paramétriques. C'est ça le problème, mais qui pourraient peut-être rentrer dans le paramétrique. Donc là, peut-être que le marché pourrait grossir. Et après, il y a tout ce qui est les produits agricoles nationaux. Alors, je sais pas si tu les comptes là-dedans, mais ça, peut-être que c'est quand même des gros éléments aussi. Mais c'est pas très gros quand même. Je pense qu'un demi-milliard au grand maximum. Ouais. Ouais. Oui, après, il y a des fonds. Par exemple, en Roumanie, il y a un fonds qui a ce principe forfaitaire. Ce qu'on appelle ça de l'assurance paramétrique, je suis pas sûr, mais qui a un peu ce principe forfaitaire. Donc voilà, vraiment, quand on parle d'une demi-milliard, je dirais c'est vraiment la définition stricte qui a été faite dans la première partie. Bon, il nous reste encore très peu de temps. On a une question et c'est un sujet qui intéresse énormément l'Institut des actuaires, c'est sur le risque cyber. Laurent, tu as parlé de la possible utilisation de l'assurance paramétrique en risque cyber. Est-ce que tu aurais quelques exemples concrets très rapidement? Parce que là, on est presque... Juste deux, c'est ce que je disais auparavant. Il y en a un qui existe, qui est assez courant actuellement, enfin, qu'on le voit pas mal, c'est tout ce qui est cloud outage. Donc, par exemple, un cloud provider qui tombe, des serveurs tombent et tu as tous les sites qui sont out pendant quelques heures. Donc, l'interruption de business peut être paramétrique. Donc, ça, c'est le premier, mais bon, c'est pas vraiment cyber. Je sais pas si c'est cyber. Et le deuxième, c'est qui va arriver là. Celui-là va être assez intéressant. On voit arriver pas mal d'entreprises qui mesurent en fait l'état d'hygiène ou d'activité cyber, d'attaque en fait sur les entreprises, des très très grosses entreprises. Donc ils peuvent mesurer en fait quantitativement et de façon très objective en fait le niveau des attaques, le nombre des attaques, s'il y a des extractions de données, le type de données, etc. Donc, on peut voir en fait une activité cyber haute ou faible d'entreprise. Et ensuite, on peut justement voir l'impact de cette activité cyber sur la performance financière de l'entreprise, en peut-être regardant un deuxième trigger, comme par exemple la performance de son stock ou d'autres éléments financiers. Donc, on voit apparaître de ce type de solutions paramétriques qui peuvent justement aider à rajouter de la capacité de souscription, parce que la capacité de souscription des lignes traditionnelles en cyber ne fait que diminuer. Le marché diminue jour en jour. On voit plutôt des acteurs disparaître ou réduire leurs lignes que de nouveau apparaître. Et en fait, le paramétrique peut justement permettre de rajouter un petit peu de souscription, un peu de capacité sur le programme cyber. Peut-être aussi un moyen de fractionner le cyber. C'est-à-dire que pour l'instant, le contrat cyber, il a plusieurs volets. Il a 3 volets et il se peut qu'au même titre que l'assurance dommage, il y a un volet CatNat. On peut imaginer que dans le futur, il y a un volet paramétrique ou un volet qui sorte du contrat cyber et qui soit fait par le paramétrique. Un peu en comparaison avec ce qu'on racontait sur les catastrophes naturelles et les contrats dommages traditionnels. Ouais, très très bon point. Merci, ce sera notre dernière question et dernière réponse. Merci à tous les quatre pour cette présentation. Merci aux membres du groupe de travail paramétrique qui ont travaillé avec vous sur la question. Si vous voulez participer aux travaux du groupe Assurance Paramétrique, n'hésitez pas à vous inscrire. Nous lancerons la saison 2, on va dire, des travaux très bientôt. Les diapos et la vidéo seront mises en ligne en début de semaine prochaine. La prochaine édition de notre cycle Zoom sur est prévue le 31 mai avec un sujet très différent mais tout aussi passionnant. Ça sera un Zoom sur la révision Solva 2, donc on va changer complètement de domaine. Et d'ici là, retrouvez l'ensemble de nos événements sur l'agenda du site de l'Institut des actuaires et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci à tous. Bonne soirée, merci à tous. Au revoir. Au revoir.